En décembre 1937, des officiers japonais ont aligné des femmes dans les rues de Nankin et ont photographié ce qu'ils leur faisaient subir. Non pas comme preuve d'un crime, mais comme trophée. Ils ont souri à la caméra. Ils ont posé à côté des corps. Et voici la partie qui devrait vous glacer le sang. Il ne s'agissait pas de soldats perdant le contrôle dans le chaos de la guerre. Cela avait été ordonné, inscrit dans la stratégie militaire, documenté dans des rapports officiels. Mais ce n'est même pas le pire. Car ce que je vais vous montrer révèle une vérité que les historiens, les gouvernements et les militaires ont tenté d'enterrer pendant des siècles. La violation systématique et l'exécution publique des femmes n'étaient pas des crimes de guerre commis pendant les conflits. C'était une arme de guerre à part entière, aussi calculée que le largage de bombes, aussi stratégique que la coupure des lignes d'approvisionnement. Et cela se produit encore aujourd'hui. À la fin de cette vidéo, vous verrez 3 éléments de preuve qui changeront fondamentalement votre compréhension de la guerre. Premièrement, l'ancien manuel militaire romain, qui décrivait explicitement la violence sexuelle comme une méthode tactique pour briser le moral de l'ennemi en conquérant ses femmes. Deuxièmement, la technique d'exécution conçue spécifiquement pour maximiser l'humiliation publique et répandre la terreur plus rapidement que n'importe quelle armée ne pourrait marcher. Et troisièmement, la preuve que toutes les grandes armées de l'histoire moderne, les forces alliées, soviétiques et américaines, ont utilisé cette arme, sans exception. Si vous regardez cette vidéo, vous êtes sur le point d'apprendre quelque chose qui n'est enseigné dans aucun cours d'histoire. Abonnez-vous dès maintenant, car cela va devenir plus sombre. Et la semaine prochaine, je vous révélerai comment les armées modernes continuent de s'entraîner à cela sous différents noms. Ne quittez pas cette page. Dans exactement 5 minutes, je vous montrerai le document qui prouve que ce n'étaient pas des soldats qui perdèrent le contrôle. C'était planifié, approuvé et répété pendant 2000 ans de guerre humaine. Laissez-moi vous montrer l'arme cachée à la vue de tous. Imaginez une carte de la civilisation humaine. Maintenant, regardez-moi mettre en évidence tous les conflits où la violence sexuelle systématique a été documentée comme stratégie militaire. La Rome antique, l'Europe médiévale, les Amériques coloniales, la Seconde Guerre mondiale, les 2 théâtres, la Corée, le Vietnam, le Bangladesh, la Bosnie, le Rwanda, le Congo, le Darfour, la Syrie, l'Ukraine. Ce n'est plus une carte, c'est une constellation. Voici ce qu'on ne vous dit pas en cours d'histoire. La violence sexuelle en temps de guerre n'est pas un dommage collatéral. Ce ne sont pas des soldats ivres. Ce n'est pas le brouillard de la guerre. Les théoriciens militaires, à travers les siècles, ont écrit à ce sujet comme un avantage tactique. Sun Tzu ne l'a pas inclus dans l'art de la guerre, mais les généraux romains en ont discuté ouvertement. Les stratèges ottomans l'ont documenté. Les officiers japonais l'ont photographié. Et voici pourquoi cela est important aujourd'hui, en 2024. Les Nations Unies surveillent actuellement plus de 20 conflits actifs où la violence sexuelle systématique est utilisée comme une arme. Il ne s'agit pas de 20 incidents isolés, mais de 20 zones de conflit entières. L'arme que je décris n'est pas une histoire ancienne qui prend la poussière dans les musées. Vous la voyez se dérouler dans les actualités. Vous ne saviez simplement pas ce que vous voyez. Mais voici ce que personne ne vous dit. Pour comprendre pourquoi cette arme fonctionne, vous devez comprendre la logique militaire tordue qui la sous-tend. Et cette logique a été perfectionnée il y a 2000 ans par la machine de guerre la plus efficace de l'histoire de l'humanité. L'Empire romain ne s'est pas contenté de conquérir des territoires. Il a effacé des civilisations et il a consigné par écrit la manière exacte dont il s'y est pris.
La psychologie de la conquête, briser l'ennemi sans tirer un seul coup de feu. Ouvrez n'importe quelle traduction de l'histoire de Rome par Libye. Vous pouvez l'acheter dès maintenant sur Amazon et vous reporter au mythe fondateur. Vous y trouverez quelque chose qui devrait vous mettre profondément mal à l'aise. Les Romains ont raconté l'histoire du viol des Sabines, non pas comme une tragédie, mais comme une stratégie. Laissez-moi vous lire la citation originale. Les jeunes Romains, à un signal donné, se précipitèrent pour s'emparer des filles de leurs voisins. La plupart furent emmenées au hasard, mais certaines, particulièrement belles, furent réservées aux principaux sénateurs. Remarquez le langage utilisé, à un signal donné, pas dans le chaos, pas sous l'impulsion du moment, mais à un signal. Tout était coordonné. Mais voici ce que votre professeur d'histoire ne vous a jamais dit. Les commandants militaires romains ont écrit ouvertement à ce sujet dans leur doctrine stratégique. La logique était terriblement simple. Vous pouviez vaincre une armée ennemie au combat, mais elle se regroupait, se reconstruisait et revenait pour se venger. Son honneur l'exigeait, mais en violant publiquement ses femmes, en les forçant à tomber enceintes, ses enfants ne pouvaient revendiquer la lignée de leur père. La lignée familiale était effacée. La continuité génétique de la communauté était rompue. Vous ne vous contentiez pas de vaincre l'armée. Vous effaciez son avenir. Et voici le deuxième aspect qui rend cela encore plus sombre. Il ne s'agissait pas de satisfaction sexuelle. Il s'agissait d'anéantir l'identité. La théorie militaire romaine décrivait cela comme une conquête de la conquête. Vous ne vous contentiez pas de prendre leurs terres. Vous absorbiez leur peuple en lui faisant porter des enfants romains. Imaginez que vous défendez votre ville. Vous avez des murs, des armes, des soldats entraînés. Vous êtes prêts à mourir en combattant. Mais l'ennemi n'attaque pas vos murs. Il attaque quelque chose que vous ne pouvez pas défendre avec des épées. Votre culture, votre lignée, votre avenir même. Ce n'est pas de la guerre. C'est une annihilation psychologique. Et cela a fonctionné. L'Empire romain a conquis 3 continents et a duré 1000 ans. D'autres puissances militaires ont observé. Elles ont appris. Elles ont copié. Souvenez-vous de ce schéma. Viol, grossesse forcée et exposition publique. Je vais vous montrer cette formule exacte qui s'est répétée à travers l'histoire. Les tactiques sont devenues plus brutales. La documentation est devenue plus claire, mais la stratégie est restée identique. Rome est tombée en 476 après J.C., mais son manuel n'a pas disparu. 1471 ans plus tard, en 1937, une armée a repris cette stratégie et l'a industrialisée. Ce qu'ils ont fait à Nankin pendant 6 semaines reste l'une des pires atrocités de l'histoire de l'humanité. Et ils ont tout documenté. Le viol de Nankin, lorsqu'il est devenu systématique, est passé à l'échelle industrielle. Attention, ce que je m'apprête à décrire est documenté par des preuves photographiques qui existent encore dans les archives des tribunaux militaires. Lorsque les forces japonaises ont pris Nankin en décembre 1937, les officiers n'ont pas seulement permis les atrocités, ils les ont organisées. Les soldats ont formé des files, ils se sont relayés, et plusieurs officiers ont photographié les événements, développé les pellicules et conservé les photos dans leur collection personnelle. Nous le savons parce que les forces alliées ont trouvé les photographies après la capitulation du Japon. Ces images ont été présentées comme preuves au tribunal militaire international pour l'Extrême-Orient. Les chiffres sont stupéfiants. Entre 20 000 et 80 000 femmes ont été violées, âgées de 6 à 80 ans. Et voici le détail qui révèle qu'il s'agissait d'une stratégie et non d'un chaos. Après les viols,
Les soldats poignardèrent les victimes à la baïonnette dans les rues publiques et laissaient les corps exposés, pas dans des ruelles, pas cachés. Dans les grandes artères où les foules étaient obligées de les voir, l'homme d'affaires allemand John Ray vivait à Nankin pendant l'occupation. Il a tenu un journal, vous pouvez le lire. Il a été publié 17 décembre 1937. L'horreur dans la ville est indescriptible. Les corps s'entassent dans les rues comme des avertissements publics. Les femmes hurlent toute la nuit. Ce n'est pas la guerre. C'est de la terreur systématique. Systématique. Il a utilisé exactement ce mot. Mais voici ce que personne ne vous dit. Cela n'était pas propre à la culture militaire japonaise. Je sais ce que vous pensez. C'était l'armée japonaise brutale. C'était culturel. C'était spécifique à ce conflit. Arrêtez. Ne quittez pas cette page, car ce que je m'apprête à révéler dans la section suivante va complètement briser cette illusion réconfortante. Les puissances alliées ont jugé les officiers japonais pour ces crimes. Les procureurs américains les ont qualifiés d'inhumains et de barbares. Le président Truman lui-même a condamné ces atrocités. Les principes de Nuremberg ont été établis en partie en réponse à Nanking. Puis, en 1945, lorsque les forces alliées ont libéré l'Europe, elles ont fait exactement la même chose. Nous avons les dossiers hospitaliers. Nous avons les rapports militaires. Et le plus accablant de tout, nous avons la preuve que le commandement allié savait ce qui se passait et n'a rien fait. La libération de Berlin aurait dû être un moment de justice. Au lieu de cela, elle est devenue l'une des plus grandes atrocités de masse de la guerre moderne. Et votre manuel d'histoire n'en a probablement jamais fait mention. Je sais que cela devient incroyablement sombre. Si vous continuez à regarder, c'est clairement que vous voulez comprendre les vérités brutales que l'histoire officielle tente d'enterrer. La véritable histoire n'est pas propre. Ce n'est pas simplement les bons contre les méchants. Assurez-vous d'être abonné, car la semaine prochaine, je vais révéler comment les stratèges militaires modernes discutent encore de ces tactiques dans des doctrines classifiées, en utilisant simplement une terminologie différente. Ils appellent cela des opérations psychologiques et la dégradation du moral. Mais vous reconnaîtrez les méthodes maintenant. Laissez-moi vous montrer l'atrocité que les historiens ne peuvent toujours pas reconnaître pleinement. La libération qui n'en était pas une, lorsque les héros sont devenus les bourreaux. L'historien britannique Anthony Beaver a passé des années à faire des recherches dans les archives militaires soviétiques qui ont été ouvertes après la guerre froide. Ce qu'il a découvert et documenté dans son livre « The Fall of Berlin » 1945 devrait changer fondamentalement notre compréhension de la Seconde Guerre mondiale. Les forces soviétiques ont agressé environ 2 millions de femmes allemandes pendant l'occupation de Berlin et de l'Allemagne de l'Est. 2 millions de femmes. Nous connaissons ces chiffres parce que les hôpitaux militaires soviétiques les ont documentés. Les registres des hôpitaux berlinois de 1945 à 1946 font état de plus de 100 000 avortements pratiqués. 100 000 dans une seule ville, en 12 mois. Mais voici ce qui fait de cet acte un crime de guerre au niveau du commandement. Il ne s'agit pas seulement de soldats individuels. Le commandement suprême allié était au courant. Le personnel du quartier général d'Eisenhower a consigné les plaintes de civils allemands, de travailleurs de la Croix-Rouge et même d'officiers soviétiques qui étaient troublés par ce dont ils avaient été témoins. Les rapports ont atteint les plus hauts niveaux du commandement allié. Et la réponse a été le silence. Aucun ordre n'a été donné. Aucune mesure disciplinaire n'a été prise. Aucune enquête n'a été ouverte. Et cela ne concernait pas seulement les femmes allemandes, alors que les forces soviétiques traversèrent la Pologne, la Hongrie, la Yougoslavie, des pays qu'elles étaient censées libérer.
Les soldats s'en prenaient également aux femmes. On estime à plusieurs dizaines de milliers le nombre de femmes polonaises et yougoslaves qui avaient combattu aux côtés des forces soviétiques en tant que partisanes. Le message psychologique était clair. Nous avons gagné. Vous nous appartenez désormais, toutes. Pendant ce temps, en Europe occidentale, une autre forme de violation publique se déroulait. Les femmes accusées de fraterniser avec les occupants allemands ont été traînées sur les places publiques par leurs propres voisins. On leur a rasé la tête, on a déchiré leurs vêtements, on les a promenées dans les rues tandis que la foule leur crachait dessus. Regardez ces photos, regardez la foule, ce n'étaient pas des soldats. C'étaient des civils ordinaires, des mères, des commerçants, des enseignants qui participaient à une humiliation publique ritualisée. Le message était le même qu'à Rome, à Nankin, à Berlin. Les corps des femmes sont des marqueurs territoriaux. Les violer, c'est revendiquer la propriété. Savez-vous pourquoi cela ne figure pas dans vos manuels d'histoire? Parce que le récit d'après-guerre avait besoin de héros et de méchants bien distincts. Les Alliés étaient les libérateurs. Les forces de l'Axe étaient des monstres. Cette histoire compliquait tout. Les historiens l'ont donc enterrée. Pendant des décennies, les archives soviétiques sont restées scellées. Les historiens militaires occidentaux se sont concentrés sur les batailles et la stratégie, et la plupart des survivants n'en ont jamais parlé. Certains ne pouvaient pas. Beaucoup se sont suicidés. Vous vous dites probablement « D'accord, mais c'était pendant la Seconde Guerre mondiale. Nous sommes à une autre époque, avec d'autres valeurs. Les guerres modernes ne sont sûrement pas comme ça. Arrêtez. » Ce que je vais vous montrer s'est produit dans les années 1990, à l'ère du GPS, alors que CNN diffusait en direct que les Nations Unies avaient déployé des casques bleus sur le terrain et qu'ils utilisaient des camps de viol, des installations organisées avec des horaires, le scénario moderne, le Rwanda, la Bosnie et les crimes de guerre qui n'ont jamais cessé. En 1998, le tribunal pénal international a condamné Jean-Paul Aessou, un responsable rwandais, pour génocide, non pas pour meurtre, mais pour viol. C'était la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'un tribunal international statuait que la violence sexuelle systématique pouvait constituer un génocide. Les témoignages ont révélé quelque chose qui devrait vous horrifier. Pendant le génocide rwandais de 1994, les extrémistes n'ont pas seulement utilisé la violence sexuelle de manière opportuniste, ils l'ont organisée. Des témoins ont décrit des soldats qui appelaient en cela « briser la volonté de résister ». Entre 250 000 et 500 000 femmes ont été violées pendant 100 jours. Les enfants nés de ces agressions ont reçu un nom spécifique, les enfants de la haine. Ils leur ont donné un nom. Ils les ont classés. Mais le Rwanda n'était pas un cas unique. Au même moment, en Bosnie, une autre guerre déployait exactement la même arme, avec une organisation encore plus effrayante. Entre 1992 et 1995, les forces serbes ont mis en place des camps de viol, non pas des installations cachées, ni des opérations secrètes, mais des camps clôturés, avec des gardes et des horaires. Les témoignages des survivantes et les condamnations prononcées par le tribunal ont confirmé que ces camps avaient un objectif explicite, la fécondation systématique des femmes musulmanes. La logique militaire, forcer les femmes à tomber enceintes, rendait biologiquement impossible de cacher ce qui s'était passé et faisait des enfants des rappels vivants qui détruiraient les structures familiales musulmanes. Le scénario de Rome, 2000 ans plus tard. Coordonnées GPS et tout le reste. Les exécutions étaient diffusées à la radio locale. Les commandants décrivaient en détail ce qu'ils avaient fait à des femmes spécifiques.
puis les exécutait publiquement. Les corps devenaient des panneaux d'affichage. La radio s'assurait que tout le monde en entende parler. Vous voyez le schéma maintenant. Rome, viol public et grossesse forcée pour effacer la lignée ennemie. Nanking, viol public et exécution pour terroriser la résistance. Berlin, viol massif pour démontrer la conquête totale. Bosnie et Rwanda, viols organisés, grossesse forcée, exécution publique, diffusée pour maximiser l'impact psychologique. La technologie a changé. La documentation est devenue plus claire, mais la tactique est identique depuis 20 siècles. Et voici la vérité que les historiens militaires ne veulent pas reconnaître. Toutes les armées, toutes les nations, toutes les alliances, à un moment donné de l'histoire, ont utilisé cette arme. Les légions romaines, les forces impériales japonaises, l'armée rouge soviétique, les paramilitaires nerbes, l'Empire serbe, même les forces soutenues par les États-Unis dans des conflits dont on ne parle pas. Demandez ce qui s'est passé dans les villages, où les milices soutenues par les États-Unis ont opéré en Amérique centrale et en Asie du Sud-Est. Il ne s'agit pas d'une culture plus brutale qu'une autre. Il s'agit de la guerre elle-même. La condamnation d'Akesu en 1998 a finalement établi que la violence sexuelle systématique est une arme de guerre au regard du droit international. Nous la poursuivons désormais en justice. Nous avons des tribunaux, nous avons des documents. Mais regardez ceci. L'Organisation mondiale de la santé estime qu'en 2023 seulement, plus de 250 000 femmes dans des zones de conflit actifs ont subi des violences sexuelles systématiques. En 2023, l'année dernière, l'Ukraine l'a signalé, le Soudan l'a signalé, l'Éthiopie l'a signalé, le Myanmar l'a signalé. Même arme, même logique, même objectif. Voici donc ce que nous avons appris. Depuis plus de 2000 ans, les armées de toutes les civilisations utilisent le corps des femmes comme arme de guerre psychologique. Non pas parce que les soldats ont perdu le contrôle, non pas à cause du brouillard de la guerre, mais parce que cela fonctionne. La violence sexuelle publique combinée à l'exécution crée une terreur plus efficace que n'importe quelle bombe. Elle se propage plus rapidement que n'importe quelle propagande. Elle brise la résistance plus complètement que n'importe quel siège. Et les preuves sont accablantes. La doctrine militaire romaine l'a documentée comme une stratégie. Les archives des tribunaux japonais ont prouvé qu'elle était organisée. Les archives soviétiques et alliées ont confirmé que les commandants en avaient connaissance. Les condamnations pénales internationales l'ont établi comme un génocide systématique. La raison pour laquelle les femmes ont été violées et exécutées publiquement pendant les guerres n'était pas une question de sexe, ce n'était pas une question de haine, ce n'était pas parce que les soldats perdèrent leur humanité au combat, c'était pour gagner. Les stratèges militaires, à travers l'histoire, ont reconnu qu'on ne vainc pas simplement ses ennemis en détruisant leurs armées. On les vainc en détruisant leur volonté d'être des ennemis, en effaçant leur identité, en rendant leur avenir impossible. Les corps des femmes sont devenus le champ de bataille parce que les violets renvoyaient un message que les épées et les fusils ne pouvaient pas transmettre. Tout ce que vous êtes, tout ce que vous pourriez être, appartient désormais à nous. Et voici pourquoi c'est important. Aujourd'hui, nous disposons enfin de lois internationales contre cette arme. Nous pouvons la poursuivre en justice. Nous pouvons la prévenir, mais seulement si nous reconnaissons ce qu'elle est réellement. Tant que nous continuerons à qualifier la violence sexuelle systématique en temps de guerre de dommages collatéraux ou de crimes de guerre commis par des soldats individuels, nous mentirons à nous-mêmes, à l'histoire et aux survivantes. Il s'agit d'une stratégie militaire affinée au fil des millénaires, déployée par toutes les grandes armées et toujours utilisée dans les conflits actuels.
Voici donc ma question, et je veux que vous y réfléchissiez sérieusement. Les violences sexuelles systématiques devraient-elles être poursuivies avec la même sévérité que l'utilisation d'armes chimiques? Les officiers supérieurs devraient-ils subir les mêmes conséquences pour avoir ordonné ces attaques que pour avoir ordonné une attaque au gaz? Donnez votre réponse dans les commentaires. Et si vous pensez qu'on ne peut pas prouver que les commandants ont donné cet ordre, revenez en arrière et regardez la deuxième partie. Nous avons les documents. Si vous voulez comprendre comment les tribunaux modernes chargés de juger les crimes de guerre traitent ces affaires, et pourquoi si peu de commandants sont traduits en justice, regardez la vidéo suivante. J'y explique les failles juridiques qui permettent aux auteurs de ces crimes d'échapper à la justice. Merci d'avoir regardé Something This Dark. Il est important que vous sachiez. Abonnez-vous pour ne rien manquer lorsque je dévoile d'autres vérités qu'on ne vous enseigne pas.